Bonjour Martin. Bonjour Sylvie. Alors merci de te prêter au jeu des questions-réponses pour cette entrevue sur l'entrepreneuriat. Donc ce que je t'invite à faire pour démarrer, c'est de présenter Martin Colcher. Alors pas forcément ta société, etc., mais le Martin que tu es. Donc tu rencontres n'importe qui, donc là, en l'occurrence, n'importe qui peut nous regarder. D'accord. Bon, bonjour n'importe qui, alors. Et donc, voilà, c'est en 1 ou 2 minutes, expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Voilà. D'accord. Alors, pour résumer, c'est un exercice très difficile de résumer comme ça, parce que c'est pas purement professionnel. Il y a plusieurs facettes. Il y a le chef d'entreprise, donc je suis chef d'entreprise depuis 2003. Je suis imprimeur depuis 34 ans, ça fait depuis aujourd'hui d'ailleurs que ça fait 34 ans que j'ai commencé à travailler dans l'imprimerie complètement par hasard et j'y suis resté parce que j'adore ça, tellement c'est varié. D'accord, joyeux anniversaire alors. Ouais, merci. Ouais, c'est voilà, la coïncidence. Ouais, c'est marrant. Et en fait, je suis resté dans l'imprimerie parce que c'est très varié au niveau des interlocuteurs. J'ai toute taille de société, de la TPE à la multinationale, et donc j'ai toute taille et toutes sortes d'interlocuteurs. Donc c'est ce qui fait que ça m'a motivé, c'est que c'est ultra varié. Ça c'est vraiment le point le plus important. Et chef d'entreprise, ça j'étais programmé pour être ça dans ma tête parce que je préfère commander qu'obéir. Clairement, ça fait partie de mon personnage. Mes enfants le confirmeront. Voilà. C'est pas que je sois désagréable quand je commande, c'est que j'aime bien le principe de prendre mes responsabilités. J'ai l'habitude de prendre mes responsabilités. Alors je suis papa de 4 enfants. J'ai été papa à 22 ans, à 26 ans j'en avais déjà 4. Donc j'aime bien prendre mes responsabilités. C'est un choix de vie que j'ai fait, parfaitement défini, parfaitement volontaire et que j'ai évidemment jamais regretté. Voilà, donc mes enfants aujourd'hui autour de la trentaine, un peu moins, un peu plus. Voilà, donc c'était vraiment clairement un choix de vie et donc j'ai créé ma société quand ils ont été plus grands. Voilà, ma carrière a fait que, mais j'ai pas créé de société jeune parce que je voulais m'occuper de mes enfants, avoir un revenu sûr et voilà. Donc j'ai planifié ça comme ça. Voilà, j'ai toujours fait du sport, c'est vraiment ce qui coule dans mon sang, c'est mon ADN, c'est super important. Ma plus grosse culture, elle est sportive, clairement. D'ailleurs, je fais partie du bureau et donc du conseil d'administration des anciens de l'INSEP. Donc c'est ma 2e association chérie après Clubby, que tu connais très bien, le club d'entreprise d'Est Ensemble. Et donc c'est important parce que je parlais de prise de décision. Quand on est sportif, on va dire à un niveau correct comme moi, on a l'habitude de prendre des décisions. Je suis escrimeur, ma décision je la prends au 10e de seconde. Et j'en prends, dans un assaut, je prends 1000 décisions, quoi. Donc tous les escrimeurs font ça, on doit prendre des décisions immédiates. Et c'est très sympa parce que ça se retrouve dans la vie de chef d'entreprise où on prend une multitude de décisions chaque jour, même s'il y en a plein qui ne sont pas très importantes, on a l'habitude de décider. Et moi j'aime bien ça, j'aime bien foncer, j'aime bien aller de l'avant, c'est tout à fait mon caractère, ça va bien avec le sport. Et d'ailleurs je parle souvent des qualités des sportifs. Ouais. Et d'ailleurs je crois que tu as un pins. J'ai mon petit pins, voilà, je n'ai pas raté une seule réunion en Seine-Saint-Denis pour soutenir les JO Paris 2024. On voit que bon, tu es un personnage assez dynamique, multifacette. On peut dire ça. Donc, alors ma première question, c'est, alors tu as un peu répondu, mais on va creuser davantage, c'est quelle mouche t'a piqué? Pourquoi t'en es venu à entreprendre? Donc tu as dit que tu l'as fait assez tardivement, enfin par rapport à ton jeune âge. Oui, non, je l'ai fait tard. J'avais presque 40 ans quand je suis devenu chef d'entreprise. J'aurais pu l'être avant. Ouais. Sauf que j'ai voulu assurer l'éducation de mes enfants et tout ça, quoi. Donc j'ai fait des choix stratégiques. Avant, j'étais quand même directeur commercial d'une imprimerie de 60 personnes. Donc j'avais déjà un poste qui était plutôt agréable, alors, qui était sympa. Alors le déclic, c'était comment t'es venu le déclic? Ah, le déclic, j'ai pas eu de déclic, je le sais depuis le début. Ah, mais il y a un moment, tu t'es dit, là, c'est bon, c'est le moment. Ah oui, en fait, il y a eu un concours de circonstances d'une société, celle dont j'étais directeur commercial, qui a déposé le bilan alors qu'on marchait très bien. Ça a un côté très frustrant. Donc, le PDG était un de mes amis d'enfance, de maternelle. Donc on se connaissait, d'ailleurs on est toujours en contact. Et malheureusement, la boîte a déposé le bilan parce que nos 2 plus gros clients nous ont plantés en même temps. Ah, oui. Et à l'époque, de 60 jours, on payait vite à 90. Eux, c'était des très grosses agences de pub qui montaient à 120, 150 jours. Et les 2 ont fait la même chose, parfaitement calculé d'ailleurs. J'en profite pour le dire, dépôt de bilan prévu. Ils ont chargé la mule. Et donc on a fait un redressement judiciaire. Le redressement judiciaire, on avait beaucoup de boulot, on avait moins de personnes puisqu'on ne pouvait plus les payer, etc. Donc ça a déposé le bilan et j'ai dit là, c'est le moment, il faut que je me lance. Il y avait l'opportunité et comme ça faisait longtemps que j'avais ça en tête, j'avais déjà élaboré 1 ou 2 autres projets longtemps avant et ça s'était pas fait parce que j'étais pas sûr. Voilà, encore une fois, je voulais avant tout assurer pour ma famille tout ce qu'il fallait et je voulais pas prendre trop de risques non plus. Et là, je me suis dit c'est parti, mais c'était évident que je voulais être chef d'entreprise. Ça, c'était en moi depuis mes 18 ans, c'était sûr.
Donc là, tu diriges Copilis, Oui. qui est une imprimerie. Alors l'imprimerie, voilà, il y a deux SARL Copilis, et moi je m'occupe de l'imprimerie, mon associé s'occupe de numérique. Mon associé a créé le numérique et je l'ai rejoint il y a 11 ans pour qu'on crée ensemble l'imprimerie. C'était déjà mon client et mon fournisseur et on s'est associés. Ok. Et donc c'est cette société que tu as créée quand tu t'es lancé? Non, j'avais créé Sign Up en 2003 que j'ai créé dans mon salon et j'en avais vendu la moitié pour arriver à Avenue de l'Opéra à Paris, ce qui m'a permis d'aller chercher des clients intéressants que j'ai conservés par la suite. Et c'était aussi une imprimerie? Oui, c'était exactement la même chose qu'imprimerie Copilis. Tu es toujours resté dans l'imprimerie? Ça fait 34 ans. D'accord. Et alors justement, cette première société que tu as créée, c'était une création de toutes pièces ou c'était une reprise? Oui, non, création de toutes pièces. Et Copilis également? Ah oui, l'imprimerie Copilis, oui. Par contre, Copilis existait. C'est-à-dire que le numérique existait, donc moi j'ai développé en imprimerie les clients numériques de mon associé et j'ai apporté mes clients en imprimerie, j'ai donné le numérique, sachant que c'était déjà un peu mélangé puisque je gérais déjà certains de ses clients en imprimerie où j'allais directement en clientèle à sa place en me présentant comme étant de Copilis. Ok. Voilà. Et lui avait fait la même chose dans le numérique. Voilà, comme ça on a un peu toute l'histoire. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est une histoire qui était logique, surtout que voilà, bon, j'ai eu un petit souci avec mes ex-associés. Enfin, gros souci, ils ont juste tapé dans la caisse, donc j'ai dû leur faire un procès. J'ai fait un procès à ma propre boîte quand même, que j'ai gagné sans problème, puisque c'était une escroquerie. Mais il a quand même fallu que je fasse un procès à ma propre boîte. Voilà, c'est là qu'il faut avoir un petit peu de mental. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Oui. On aura sans doute l'occasion d'y revenir, ça j'en suis sûre. Ok, alors deuxième question. Alors là, je pense que celle-ci, elle va te parler parce qu'elle porte sur les valeurs. Donc les valeurs qui t'animent et la façon dont tu les mets en œuvre, dont tu les incarnes dans ton entreprise. D'accord. Alors la première valeur, ce qui est le plus connu par mes fournisseurs et mes clients, et c'est pour ça qu'ils travaillent avec moi, c'est mon éthique. Ça, c'est sûr et certain. L'éthique, pour moi, c'est... Voilà. Les gens savent que s'ils sont en affaires avec moi, il n'y aura jamais de problème d'argent. Ça n'existe pas chez moi. Ça n'est pas possible. Direct. C'est pas possible. Un coaché ne peut pas faire quelque chose, c'est pas possible. Ça n'existe pas. J'ai la moitié de ma famille qui est médecin et j'ai l'autre qui est artiste. Donc il n'y a personne qui fait du chiffre d'affaires dans ma famille. Je suis le seul. Et par contre, je précise ça pourquoi? Parce que moi j'ai gardé les valeurs. Alors moi j'aime bien dire que j'ai les valeurs du serment d'Hippocrate. Parce que bon, j'ai quand même fait des études scientifiques, évidemment, forcément, avec un père médecin, ma soeur l'est aussi. Et du coup, moi j'ai toujours dit, c'est tout simple, mais je parle de patient, je parle pas de... Ça n'existe pas d'avoir une clientèle, on parle d'une patientèle. Ça paraît tout bête, mais chez nous c'est un mot banni. Chez les coachés, on peut pas dire qu'on a une clientèle. Quand on parle d'un médecin, ça n'existe pas. C'est un non-sens pour mon père. C'est même pas la peine d'en parler, ça n'existe pas. Voilà. Donc du coup, ça développe une mentalité spéciale. Ça développe un respect des gens. Et moi, j'ai toujours dit, je ne travaille pas pour l'argent. Je suis content d'en avoir. Je suis chef d'entreprise. Je ne suis pas hypocrite. Donc si j'ai de l'argent, tant mieux. Mais d'abord, je fais bien mon travail. Et la conséquence, c'est que je gagne de l'argent. Et non pas, je vais faire ce métier pour gagner de l'argent. Et ça change tout. Et Cluby, on est un très bel exemple puisqu'on parle de convivialité avant de parler business. Et c'est pas par hasard que j'ai institué ça. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. C'est le truc le plus important chez moi, c'est mon éthique. Et j'ai des gens qui sont venus en affaires avec moi pour ça. D'accord. Donc tu prends soin de tes clients finalement. Ah ben moi j'adore. C'est tout bête, mais j'ai besoin d'aimer mes clients. Alors pas 100% de mes clients, il y en a certains qui représentent beaucoup de chiffre d'affaires. Et comme ils sont nombreux, il y a de nombreuses personnes qui peuvent donner du travail. C'est pas tous mes super copains, mais il y en a beaucoup. Quand je suis parti, que j'ai lâché Sign Up, tous mes clients m'ont suivi. Tous. Ça c'est une grande fierté. Oui, j'étais fier parce qu'ils voulaient travailler avec Martin. La société, ils m'ont répondu, mais Martin, quelle société? On s'en moque. On travaille avec Martin. Ah bon, d'accord, alors venez. Et donc ils m'ont suivi. On a un retour. Voilà, l'humain c'est important, on a un retour. Pour la quantité de chiffre d'affaires, peut-être que le chiffre d'affaires vient moins vite, c'est possible. Par contre, il est beaucoup plus durable. Et moi, ça me va bien. Je suis pareil en amitié. Mes amis, je les ai depuis X années. Je suis d'une fidélité... sans faille. Sans faille. Clairement sans faille. Ah oui, clairement sans faille. Je ne ferai jamais quoi que ce soit à un ami. Comme disait Léonard de Vinci, j'aime bien. Tu loues tes amis en public et tu les reprends en privé. C'est toujours ce que j'ai fait. Donc quand j'ai des choses à dire à mes amis, je leur dis. Il n'y a pas de souci, mais jamais devant les autres. Et dans le travail, je fais pareil. Je fais pareil avec mes employés si besoin est. On va discuter dans mon bureau parce que personne n'est parfait. Moi non plus d'ailleurs. Donc on peut... Voilà. Il peut y avoir matière à discussion, mais on discute en tête à tête. Donc t'es pas un de ces patrons qui humilie ses salariés en public? Mais quelle horreur! Mais mon Dieu, je pourrais pas me regarder dans la glace. Mais mon Dieu! Mais par contre, moi je sais bien ce que c'est qu'une locomotive. Je sais très bien que je dois montrer le bon exemple. Donc travailler beaucoup, ça me fait ni chaud ni froid.
parce que plus je travaille, plus derrière moi ça va bosser, parce qu'ils vont dire, le patron il bosse, donc il faut qu'on y aille aussi. Et j'ai pas besoin de réclamer puisque je montre. Ouais, t'es exemplaire. C'est ça. L'exemple, c'est l'exemple que j'ai de mon père, que j'ai toujours vu bosser comme un fou, quoi. Et à l'hôpital, et dans son cabinet, il a toujours fait un nombre d'heures incalculable, et les gardes le week-end, parce que les électrocardiogrammes dans un hôpital, ça peut être urgent, parce qu'il est cardiologue. Donc voilà, donc des fois des allers-retours quand on était en week-end à la campagne, etc. J'ai toujours vécu ça, donc je trouve ça, ça fait partie de mon quotidien, que je trouve ça normal. Ok. On parlait des valeurs, là je vais parler plutôt de ta vision. Alors est-ce que tu as une vision particulière, que ce soit pour ton entreprise, tes collaborateurs, voire la société dans laquelle on se trouve? C'est vaste. C'est vaste. La société dans laquelle on se trouve, c'est trop vaste pour répondre comme ça. Dans mon entreprise, moi je suis assez RSE, c'est-à-dire que je pense qu'il faut être heureux de venir au travail. Je ne conçois pas qu'on puisse venir au travail à reculons. J'ai été dans une société assez grosse qui faisait un peu plus de 500 personnes, qui était le premier reprographe d'Europe à l'époque, où j'ai travaillé 5 ans et demi et j'ai beaucoup appris. Et j'ai surtout vu que moi je voulais être dans une PME. Parce que c'est là qu'on partage, qu'on est plus ou moins une famille. Après, il y a des gens qui peuvent galvauder ce terme-là, mais on a un côté familial qu'on a chez Copillis et que j'aime beaucoup. On est assez proches les uns des autres, on peut se rendre des petits services, on est content de se voir, on peut se voir en dehors du boulot. J'ai organisé plusieurs fois des matchs de foot dans plusieurs sociétés où je suis passé. J'ai créé des équipes de foot, organisé des matchs de foot, et je me souviens que ça a changé complètement les rapports. Enfin, j'ai un exemple en tête précis où ça avait complètement changé les rapports entre la partie imprimerie et la partie numérique, où il y avait deux sociétés différentes qui travaillaient ensemble tous les jours, mais une à Marne-la-Vallée, une à Paris. J'ai créé une équipe de foot l'une contre l'autre, et après j'ai assemblé, parce qu'on n'était pas si nombreux que ça, on était une trentaine, et j'ai assemblé après les deux pour faire une seule équipe de foot. Là on était tous ensemble. Après, quand Paris appelait Marne-la-Vallée pour dire tiens, tu m'imprimes des fonds, puisqu'ils faisaient les repiquages pour des grosses boîtes de finance, ils faisaient les repiquages en photocopie, il fallait imprimer, tiens tu m'imprimes les fonds, au fait tu peux me les faire pour quand, demain, tout ça, oui t'inquiète pas, je te passe ça entre deux boulots, au lieu de ouais c'est quoi, j'ai pas encore mes fonds, comme c'était avant. Ça change tout. Ça change tout. Et moi, j'ai besoin de cette bonne humeur au travail. C'est indispensable. Alors c'est marrant parce que avec toi, on parle de travail, mais dès qu'on parle de travail, il y a l'humain qui ressort et puis l'humain lié grâce au sport. Souvent. Le sport est, à mon avis, trop méconnu sur sa partie psychologique, qui est monstrueusement intéressante. Moi, je cherche, enfin, j'apprends tous les jours, parce que je suis bien entouré à l'INSEP, j'apprends tous les jours sur le mental dans le sport. C'est archi passionnant. On apprend beaucoup sur soi, sur les autres, sur le partage, sur jusqu'où on peut aller. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Il y a quelques sociétés qui font du team building autour du sport. Bon, après, ça reste souvent des petites choses comme ça. Voilà, ça dépend jusqu'où ça va en fait. Voilà, c'est ça. Ça dépend jusqu'où on veut pousser le truc. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'entreprises qui ont par exemple leur équipe, je sais pas, de foot, de basket ou quoi que ce soit. Et il faut il faut être un peu nombreux, il faut un capitaine d'équipe, il faut lancer le truc. Mais même dans les grands groupes, tu vois, je suis pas certaine que. Oh, il y a quand même. Il y a des matchs en corpo, ce qu'on appelle de la corpo, donc des matchs entre équipes, quoi. Donc il y a aussi, il existe un championnat de France, il y a une fédération qui existe d'entreprise. Ouais, mais tu as un collab sur le sujet, toi. Petit peu, disons, je connais bien, j'aime bien. C'est vrai que le monde du sport, je peux en parler. Je lis un quotidien que je ne citerai pas, l'équipe, n'est-ce pas? Depuis, ça fait plus de 40 ans que je lis tous les jours quand même. Ouais, tu connais par cœur, tu connais les rédacteurs, tu connais... Non, je ne les connais pas. J'en connais quelques-uns de noms, mais non, je ne les connais pas. Mais je lis l'équipe tous les jours. Et comme je pratique le sport depuis que j'ai 6 ans quand même, et j'ai jamais arrêté. Ça va faire 50 ans au mois d'août que je fais du sport quand même. D'accord. Donc on pourra calculer son âge du coup. Voilà, c'est ça. C'est pas trop dur. C'était une façon assez habile de l'annoncer sans le dire. On s'en bat. C'est pas important ça. Et alors, on va peut-être recouper du coup sur tes petits soucis que tu as évoqués tout à l'heure avec des associés, mais justement, quelles leçons professionnelles ont été les plus douloureuses à vivre pour toi? Bah voilà. Oui. Clairement, savoir que je me suis associé à quelqu'un. Alors cette personne avec qui je me suis associé, je lui ai donc vendu la moitié de ma société qui était, quand je l'ai créée, elle est vite bien partie puisque les clients m'ont suivi. Et du coup, quand je me suis associé avec lui, je me suis associé avec un client que j'avais connu il y a 20 ans, que j'avais un peu perdu de vue, mais avec qui j'avais fait beaucoup d'impressions. C'était un mec très sympa, qui avait toujours plein d'idées, qui était très novateur. Et du coup, je suis rentré dans sa holding. C'était la condition sine qua non, puisque tout le bureau du 32 avenue de l'Opéra lui appartenait. Il y avait beaucoup de bureaux. Et c'est parti, c'est devenu une catastrophe parce que dans sa holding, il a perdu une grosse société qui a déposé le bilan, qui avait quand même 40 personnes.
des petits soucis de gestion, de trésor et tout ça, et donc du coup il a eu besoin d'argent et c'est pour ça que ça a dégénéré. Donc du coup quand on a des associés, il faut bien penser à tout mettre par écrit avant, et plus on a confiance et plus il faut mettre par écrit, parce que justement quand on a confiance, ça pose aucun problème de signer les papiers. Bah oui, normalement. Voilà, donc il faut bien tout signer et il faut surtout tout se dire avant. Plus on en dit avant, mieux ça se passe. Mais c'est exactement comme dans un couple. C'est-à-dire que dans un couple, quand on est mari et femme, c'est exactement la même chose que quand on est associé professionnellement. Dans les deux cas, il faut bien dire les choses, il faut bien expliquer où on veut aller. Plus on est clair, plus on dit les choses et mieux ça se passe. C'est ça la leçon de vie. Ouais, il est très courant de dire d'ailleurs que quand on s'associe en affaires, c'est comme un mariage. Mais c'est ça. On fait toujours le parallèle. Et d'ailleurs, j'ai divorcé et j'ai appris aussi de mon divorce. Je me suis remarié. d'associé. Non, j'ai pas de contrat avec ma femme, mais je me suis remarié, donc j'ai pas du tout été dégoûté du mariage, mais j'ai aussi beaucoup appris. Et donc nous chefs d'entreprise, on est qu'un, quoi. Il n'y a pas un Martin dans le monde de l'entreprise et un Martin à côté. Moi, il y en a qu'un. C'est beaucoup plus simple à gérer comme ça. J'ai pas de faux semblants, j'ai pas de pas schizophrène. Ouais, je suis ni schizophrène ni hypocrite. En général, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ça me pose pas trop de soucis, ça. Et du coup, qu'on vit à titre perso, ça rejaillit forcément dans le monde de l'entreprise. Moi, j'essaye de voir tous les soucis que j'ai pu avoir dans le privé. Comment ça a pu se répercuter Voilà, dans comment ta vie ça peut se répercuter, puis comment pallier un problème, voilà. Je m'en sers, je réfléchis à ce qui se passe, quoi, aussi. Dans l'éducation de mes enfants, par exemple, quand on élève seul 4 enfants, c'est du boulot, c'est de l'organisation. Donc, j'essaye de voir comment je peux m'organiser, voilà, c'est comme chef d'entreprise, hein. Quand on dirige seul 4 enfants, c'est chef d'entreprise, c'est pareil. Hein. Ça, ouais, j'imagine bien. Il y avait 4 quand même, donc voilà. Ah, doit-on être sérieux pour réussir? Sérieux sans se prendre au sérieux. C'est très simple comme réponse. Écoute, c'est lapidaire comme réponse. N'est-ce pas? Vous notez, hein, j'ai été lapidaire dans une réponse. Comme quoi c'est possible. Voilà. Oui, si je veux. Oui, je trouve ça moins convivial quand on donne des réponses lapidaires. Ouais. C'est pour ça que je le fais pas, parce que j'aime bien partager, j'aime bien qu'il y ait de la vie, j'aime bien, ça tu le sais toi pertinemment, mais oui, non, mais il faut être sérieux. Moi, quand je prends des décisions, bien sûr que je suis très sérieux, parce que je prends pas des décisions à la légère, ni pour élever mes enfants, ni pour gérer ma société. On peut pas se permettre, c'est pas possible. On est responsable d'emploi, on est responsable de ses enfants, donc on peut pas faire n'importe quoi. Pour autant, moi, on me voit plus souvent rigoler que faire la tête. Voilà, c'est ça. Largement. Donc ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas de. Moi, je me prends pas au sérieux, président de club ou pas, ou chef d'entreprise. Il y a qu'un Martin. Je suis toujours le même. Je suis quelqu'un d'extrêmement simple. Ça changera jamais. Donc ce qui est important, c'est pas se prendre au sérieux. Moi, c'est l'éducation que j'ai reçue, ça me va bien. Ouais. Parce que c'est vrai que dans les médias, on est baigné de patrons, de grands patrons qui sont toujours très sérieux, très austères quand même pour certains. Ça nous fait pas forcément une bonne pub. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, c'est bien d'avoir un peu une image de gens, sérieux, parce que c'est pas parce qu'il sourit, Martin, qu'il fait n'importe quoi chez lui ou dans sa société. Oui, de temps en temps, je le rappelle, parce que c'est vrai que je fais très souvent des blagues, j'adore ça. Ça m'amuse beaucoup, mais non, je suis sérieux quand je prends des décisions, oui, bien sûr. Donc on peut être souriant et sérieux. Voilà, c'est possible. Voilà, ça n'a rien d'incompatible. Ça n'a rien d'incompatible. Heureusement d'ailleurs. Alors je sais pas si ça n'a pas un côté triste de dire comme on est très sympa, on est conviviaux, on est tout ça, et du coup ça devient une qualité, alors que non, ça devrait être naturel pour moi. Ça devrait être naturel, c'est ça, mais c'est ça qui est triste, ça devient une qualité. Comme quoi il y a un problème quand même dans l'image du patronat et des entreprises en général. Alors ça, t'as pas posé la question, mais je peux quand même y répondre parce que ça me chiffonne beaucoup. C'est qu'on imagine que tous les patrons sont des gens qui sont là pour exploiter leurs salariés. C'est une méconnaissance, c'est un non-sens. Non, ils sont là pour les mettre en esclavage. Même. Mais voilà, mais bien sûr. Mais on entend souvent ça en disant les vilains patrons qui gagnent plein d'argent pendant que les ouvriers sont exploités. Alors on a souvent fait plus d'études. Et 2, même si c'est pas toujours le cas, il y a plein de patrons qui n'ont pas fait énormément d'études. Et de 2, on prend tous les risques, on risque notre maison, on travaille beaucoup et on n'a pas des surpayes quand on est patron d'une PME. On gagne pas, faut pas confondre avec les grands patrons. Et c'est quand même 98% des patrons qui sont des petits patrons en France quand même, faut pas oublier. Et même si les 2% ils représentent un nombre de salariés phénoménal, ils sont très 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 peu nombreux. Il ne faut pas l'oublier. Donc il faut arrêter de penser que les patrons sont des gens qui ne sont pas sympas. C'est pas vrai. Souvent les petits patrons sont au contraire des gens qui se soucient de leurs salariés, qui se soucient de leur bien-être, qui veulent que tout le monde travaille, qui veulent réussir.
et pas à n'importe quel prix. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut faire savoir parce qu'en France c'est pas non, c'est pas connu. Puis... Aux États-Unis, c'est une fierté quand t'es patron. En France, c'est le contraire. Ouais. Et je veux pas faire l'apologie des États-Unis du tout. On est très bien en France. Ah ouais. Mais voilà, c'est une qualité qu'ils ont que nous on n'a pas malheureusement. Non, on juge vrai, mal. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas généralement, c'est que le patron de PME, c'est le dernier à se payer. S'il n'y a pas assez d'argent, oui, bien sûr. Il paie d'abord ses salariés, parce que voilà, et ensuite, s'il n'y a plus d'argent dans la caisse, c'est lui qui va serrer la ceinture pendant quelques jours, quelques mois, le temps que la trésorerie revienne au positif, quoi. Exactement. Et ça, c'est pas l'image qui est véhiculée. Souvent, on a l'impression que le patron, il va d'abord se payer lui-même, et puis ensuite, il va licencier s'il peut pas payer les autres. Parce qu'on voit les patrons avec des grosses voitures, on voit machin, mais ça reste marginal tout ça. Calculé en pourcentage, chers messieurs et chères dames, calculé en pourcentage, vous verrez que c'est pas... le pourcentage est beaucoup plus faible qu'on croit des gens qui roulent sur l'or, et puis surtout des gens qui en profitent avant tout, quoi. Ouais. Mais il y en a aussi chez les patrons, comme il y en a dans mais bien sûr, après il y a de tout. Bien sûr. Exactement. Ok, alors, une autre question pro. Celle qui est à gauche. Celle-là ? Ouais. Alors, ton dernier entretien d'embauche en tant que candidat. Waouh. Comment ça s'est passé ? Alors, c'était au 19e siècle, c'était... alors là je peux le dire sans embâche, je vais dire c'est pas un problème pour moi l'entretien d'embauche. Pourquoi ? Parce que moi je suis un commercial à la base. Ouais. Donc qu'est-ce que je dois vendre ? C'est moi. Et le produit que je connais le mieux, c'est moi forcément. Je connais très bien mes qualités, mais je connais aussi mes défauts. Je suis pas fou. Donc évidemment, s'il y a un entretien d'embauche, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais parler de mes qualités. J'en ai quand même heureusement quelques-unes, donc c'est très facile de parler des qualités. Et du coup, on va peut-être un peu occulter, un peu oublier les défauts. On va pas les mettre, de toute façon, je les mettrai pas en exergue. Ça, c'est ce qui est tout à fait normal, c'est le jeu. Donc du coup, moi, les entretiens d'embauche, j'ai pas de mauvais souvenirs. T'as pas de mauvais souvenirs, tout ça, c'est toujours bien passé. Et ça s'est souvent passé en plus par relation. Ouais. Donc c'était des entretiens qui étaient assez sympas parce qu'on venait me chercher assez souvent, c'était le cas. Ouais. D'accord, t'as jamais eu à faire la recherche d'annonces, postuler j'ai fait pour mon premier job où j'ai passé un QI, un test de QI, j'ai adoré ça, moi qui suis matheux, j'ai adoré ça, ça m'a beaucoup fait rire d'avoir à passer ça, mais j'étais content parce que j'ai été pris et c'est parce que j'étais retourné dans mon école de commerce chercher mon diplôme et il y avait une annonce pour travailler dans l'imprimerie, donc c'était en juillet 1986 et je ne l'ai jamais oublié parce que j'étais pas dégagé des obligations militaires, pas encore, j'avais pas fait mon service, je n'avais aucune expérience dans le monde du travail et je n'avais aucun client en imprimerie forcément puisque je n'avais pas encore commencé à travailler et ils m'ont embauché. Ouais. Ça s'est décidé très tôt en effet, l'imprimerie. Mon premier job, c'est une annonce à l'école. Ouais. Tout simplement, je me suis dit tiens c'est marrant, j'ai envie de répondre à ça. C'était une multinationale et je me suis dit tiens je sais pas pourquoi j'ai eu envie d'essayer. Et puis voilà, faut croire que j'ai bien aimé ça. Et tu t'es jamais posé la question genre est-ce que je ferais autre chose, enfin dans un autre domaine là, pourquoi l'imprimerie ? Est-ce que tu t'es posé déjà la question de dire tiens, est-ce que je ne changerais pas ? Bien évidemment. Bien évidemment. Nous, d'ailleurs, on se remet toujours en cause et donc forcément aussi sur le choix. Mais en fait, l'imprimerie, j'adore ça. Je ne sais pas si je finirai imprimeur parce que ma retraite, elle n'est pas encore pour tout de suite. J'ai encore un petit peu de temps. Donc du coup, je ne sais pas si je finirai dans l'imprimerie ou pas. Peut-être que je finirai dans le sport. S'il y a une belle opportunité, j'aimerais bien finir dans le sport. Bien évidemment, c'est ma passion. J'ai une grosse culture dans le sport. Donc je serais ravi d'allier à la fois mon réseau et ma culture pour mon travail. Ouais. Pourquoi pas ? S'il y a une occasion, je suis aux aguets. Bien évidemment. Eh bien écoute, on verra alors, l'avenir nous dira. Oui, c'est ça. On ne sait pas. Il y a Paris 2024, on ne sait pas. On ne sait pas. J'ai aucune idée, je dis ça comme ça, sans idée préconçue, sans idée derrière la tête, mais on ne sait pas. On verra. Des fois, la vie est surprenante. Oui, c'est ça. Il faut juste un conseil que je peux donner, c'est que s'il y a le train qui passe, il faut monter dedans parce qu'il ne passe pas tous les jours. Oui, puis il faut rester ouvert, du coup, faut ouvrir les yeux pour le voir passer. Voilà, c'est quand on est en poste qu'on est recherché. Quand on n'est pas en poste, on n'est pas recherché. Donc quand on est en poste et qu'on voit des opportunités, il y a des fois des gens qui vous appellent. Alors ça peut être un chasseur de tête, mais ça peut être un copain, une relation, un fournisseur, un client. C'est des gens qui travaillent avec vous déjà et qui se disent tiens, il a l'air pas mal, on peut peut-être tenter le coup de le débaucher. Et c'est comme ça que des fois on passe d'une société à l'autre et que ça peut être un challenge sympa. Ouais. Allez, encore une de professionnelle. Celle-là, bien sûr. Celle-ci, tu la sens bien ? Bien sûr. Alors, en quoi ton parcours est singulier selon toi ? Alors c'est pas professionnel. Mon parcours est singulier parce qu'à 26 ans, j'avais 4 enfants. Donc du coup, j'ai calqué mon travail professionnel sur ma vie de famille et non pas le contraire.
C'est vrai que c'est pas souvent. Je l'ai fait dans l'autre sens. Ouais. Moi, j'ai fait dans l'autre sens. J'avais en fait, j'avais envie d'avoir des enfants jeunes. Bah, déjà, 4, ça prend beaucoup d'énergie. Oui. Et d'une, et deuxio, là encore aujourd'hui, je peux aller faire du sport avec mes enfants. Je suis pas encore, ça va, je m'entretiens bien, donc je suis pas encore Décati, donc je peux encore aller faire du sport avec eux. Et ça j'adore pouvoir partager ma passion avec mes enfants, mais c'est un plaisir sans nom. Ouais. Donc, c'est assez rare d'entendre un chef d'entreprise dire qu'il a mis d'abord l'accent sur la famille, les enfants. Ma plus belle réussite, c'est pas la société, ce sont mes enfants. Ah mais c'est même pas comparable. Mais je les mets à des années-lumière devant mon parcours professionnel. Ah oui, j'ai 4 très beaux enfants, je peux le dire parce que c'est Dame Nature qui est responsable, c'est pas moi. Voilà, donc. Non, puis en toute impartialité. Voilà. Mais totalement. Mais non, mais c'est vrai qu'évidemment je suis jugé parti, mais c'est vrai que je m'entends très bien avec mes enfants, ils sont très soudés et ça c'est un truc que j'ai bien réussi dans ma vie, je trouve, et ça j'en suis vraiment fier. Alors mon parcours professionnel, il est sympa, mais j'ai une petite PME, enfin voilà, il n'y a pas. Tout va bien, hein. Moi ça me va très bien, je suis indépendant, c'est ce que je voulais, tout va bien, mais je suis bien plus fier de mon parcours de père, bien évidemment. Surtout quand il a fallu assurer, j'ai assuré, voilà, quand je me suis retrouvé à les éduquer tout seul. Ouais. 4 enfants, un homme qui éduque 4 enfants tout seul, c'est pas tous les jours. Ouais. On voit pas ça tous les jours. Famille monoparentale, voilà, chef d'entreprise. Moi, voilà, quand j'ai divorcé, ça c'est la vie, je divorce, je n'en veux pas à mon ex-femme, c'est la vie, comme ça arrive à plein de gens, mais moi, on m'aurait pris mes enfants, c'est comme si on m'avait coupé un bras, quoi. Ouais. C'était pas possible. Et du coup, je les ai gardés. Tant mieux. Voilà, enfin un certain nombre d'années, parce qu'après j'ai fait une garde alternée quand même. Ouais, mais c'est une chose. Mais pendant 4 ans, presque 4 ans, voilà, je les ai élevés tout seul et j'ai adoré ce moment-là. Ouais. C'était pas toujours simple, mais c'était une question d'organisation. Donc là, on revoit le côté chef d'entreprise où tout était super carré, super organisé. J'avais beaucoup de timing, j'accélérais plus vite en clientèle, parce qu'il fallait que je dépose mes enfants, mes jumeaux avec 8 ans. Donc il fallait que je les dépose à l'école le matin. Ils étaient à l'étude, donc ils avaient fait leurs devoirs. Donc le soir, c'était mieux, mais je revenais les chercher pas trop tard parce que l'étude, ça finissait à 18h. Ouais. Moi, ça me faisait finir super tôt, c'est bien, mais je travailler quand même à la maison, voilà, donc c'est une question d'organisation. C'est toute une organisation. Voilà, c'est une organisation. Et du coup, toi, quand tu as des salariés qui ont des soucis, c'est pas des soucis, mais des contraintes familiales, j'imagine que tu es plus à l'écoute. Ça me fait ni chaud ni froid, enfin, c'est pas un problème, en fait, on en discute. Le seul truc que je veux, moi, c'est qu'ils me disent les choses. Si on me ment, ça m'exaspère. Si on commence à tourner autour du pot et qu'on me raconte des mensonges, genre là, ça va vraiment m'énerver, ça, j'aime pas ça du tout. Parce que être pris pour un con, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est assez détestable quand on est prêt à aider les gens. Ouais. C'est très désagréable. Par contre, moi, quand j'ai un salarié qui a besoin de ça, voilà, on a un salarié qui a divorcé il y a quelques années, et Bruno, donc mon associé, lui a fait un prêt pour qu'il ne perde pas sa maison, parce que sinon il allait perdre sa maison, parce que le divorce est un petit peu, la séparation, il n'était pas marié officiellement, mais il était pacsé, mais la séparation était très compliquée, et voilà, il lui a fait un prêt, et grâce à ce prêt, il a pu mettre l'argent dont il avait besoin tout de suite, qu'il n'avait pas sur son compte, pour ne pas perdre sa maison, quoi. Voilà, c'est ce genre de choses, quoi. Et puis on comprend pour les horaires, on comprend par contre, quand on a besoin, forcément, ils vont nous renvoyer la balle, ils vont bosser plus s'il y a besoin. Ce sont les vases communicants, il y a une osmose qui se fait naturellement. Tout le monde, ce qu'il faut, c'est que tout le monde y gagne, tout le monde se sente concerné, voilà. C'est donnant, et c'est aussi du respect mutuel, tout simplement. Oui, voilà. Oui, à partir du moment où on respecte la personne, parce que quand on est chef d'entreprise, forcément, on fait des erreurs. Hein. On n'a pas le savoir universel. Évidemment qu'on se trompe, surtout qu'on prend des décisions toutes les 5 minutes. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc évidemment qu'il y a des fois où on se trompe, mais à partir du moment où on se trompe de bonne foi, si c'est vis-à-vis d'un salarié, il le comprend et on peut corriger. Il n'y a rien d'incroyable, quoi. Ça se corrige, du coup. Ok. Alors, je propose qu'on passe à des questions un peu plus de l'ordre du privé. Oui. Ok. Ça y est, tu as peur, tu t'accroches. Ouais, je m'accroche. Là, il faut que je m'accroche, là. Vas-y. Alors, la première question, c'est si tu n'avais pas été entrepreneur, à ton avis, quelle personne tu serais aujourd'hui ? Si j'avais pas été entrepreneur, j'aurais peut-être, c'est difficile de le dire, mais j'aurais aimé être sportif de haut niveau. Ouais. Dans l'escrime ? Oui, bien sûr. Ah oui, là, je peux pas changer de sport. J'ai commencé à 6 ans, donc voilà, j'avais un niveau qui était tout à fait correct. J'ai pas poussé la machine à fond. Aujourd'hui, ce sera à refaire. Je pousserai la machine beaucoup plus loin. C'est-à-dire que j'augmenterai mes doses d'entraînement pour me mettre au niveau, pour arriver
Voilà, je suis monté jusqu'au championnat de France quand j'étais cadet, me qualifier pour le championnat de France, qui était déjà pas mal, mais je m'entraînais que 2 fois par semaine. Moi, mes copains de Melun, qui était à l'époque le plus grand club du monde quand même, ils s'entraînaient tous les jours, eux. Ouais. Et ça fait une différence. Aujourd'hui, je le sais. Forcément. À l'époque, je le savais pas, je me rendais pas compte. J'avais pas cette impression que la dose de travail était très importante. Aujourd'hui, je peux citer autant de cas que tu veux de gens qui ont beaucoup travaillé pour être des grands champions. C'est-à-dire tous ceux qui ont des grands champions, qui sont devenus des grands champions, ils ont tous travaillé énormément. Donc moi, si j'avais dû refaire quelque chose, c'est que j'aurais vraiment beaucoup bossé mon escrime. Mais c'est vrai que cette valeur travail-là, on ne l'a pas nécessairement quand on est jeune. On ne se rend pas nécessairement compte de la dose de travail qui est nécessaire. Ça a été mon cas. Ouais. Voilà, si on peut appeler ça une erreur, je ne sais pas. Enfin bon, c'est comme on veut. Après, mais c'est un parcours. Voilà, c'est un parcours. Et puis voilà, là aujourd'hui, si je pouvais, si j'avais le temps, j'augmenterais mes doses d'entraînement pour mes compètes de vétérans que j'adore, que je fais un peu partout aussi, et avec une ambiance extraordinaire. On est content de se retrouver. Il y en a certains contre qui j'ai tiré quand j'étais jeune. Donc c'est drôle de se retrouver après tant d'années. Bon, moi j'ai arrêté très longtemps, mais j'ai fait d'autres sports. Mais c'est très sympa de se retrouver, de partager ça. C'est fantastique. Ah ouais, c'est de voir chouette, comment on a c'est évolué. sympa. Ouais, c'est très sympa. Alors maintenant, tu n'es pas sportif de haut niveau, mais le fait d'être entrepreneur, ça a sans doute développé d'autres qualités chez toi que d'être un fin escrimeur, comme on dirait. Une fine lame. Une fine lame, une fine lame, c'est bien dit. Alors, en contrepartie, tu as développé quel type de qualités qui te semblent essentielles? Alors, je ne sais pas si moi je les ai toutes développées, mais comme je suis souvent au contact par mon association des anciens de l'INSEP, je suis souvent au contact de grands champions et que je discute beaucoup avec eux. J'adore ça. Et ils aiment bien parce que je connais leur parcours. Donc, du coup, ils aiment bien échanger puisqu'ils savent que je suis un vrai fan, un vrai passionné. Dans les qualités, la plus importante de toutes, vraiment, avant toutes les autres, c'est la résilience. La résilience, c'est tout simplement la capacité à rebondir après un échec. Et moi, quand je me suis pris notamment ce procès de ma propre boîte, qu'il a fallu que j'attaque ma propre boîte, j'avais intérêt à avoir du mental. Ouais. Et j'avais du mental. Et quand j'ai décidé de lutter contre quelque chose, je lâche rien. Je lâche rien de rien. Sur une piste, quand je suis sur une piste d'escrime, avant, je suis vraiment quelqu'un de très sympa, je rigole avec les copains, et après aussi, même si j'ai perdu et que j'aime pas perdre, je sais que je suis pas le meilleur, donc je perds, c'est normal, ça fait très longtemps que j'ai compris ça, très longtemps que j'ai compris ça, mais alors sur la piste, mais jamais, détruire l'adversaire. Mais c'est ça, mais jamais je laisserai une touche, et mes copains font pareil, et heureusement, parce que c'est notre façon d'être respectueux, c'est de dire, si tu veux une touche, bah va la chercher mon coco, va la chercher, montre ce que tu vaux, et c'est ça notre respect, mais avant, après, on s'entend super bien. D'ailleurs, on salue à l'escrime. Ça, depuis que j'ai 6 ans, j'ai appris ça. On salue juste avant de commencer l'assaut, et une fois qu'on l'a fini, on salue, comme dans tous les sports de combat, comme dans les arts martiaux. J'en ai fait un peu. C'était pareil. Voilà, c'est pas le même salut, mais c'est ça. Donc ça montre le respect, et en même temps, une fois sur la piste, on lâche rien. Donc c'est vraiment le truc le plus important, c'est de rien lâcher. Ok. Et en entreprise aussi, du coup. C'est pareil, parce que dans une entreprise, on a des soucis. Des fois, on manque de chiffre d'affaires, des fois, on manque de trésorerie, des fois, on a des soucis de production. On peut avoir des soucis avec nos salariés, parce qu'ils peuvent ne pas être bien pour des raisons qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, être en train de divorcer, être en train d'avoir perdu un proche, il peut y avoir plein de choses qui sont pas prévues comme ça. Et voilà, et donc, on ne peut pas toujours tout maîtriser, ce qui est normal. Tout à fait. Donc, du coup... voilà, moi j'ai pas peur d'un problème, je l'affronte, je fais pas l'autruche. J'ai vraiment appris à jamais faire l'autruche, c'est la pire des attitudes à mes yeux. Okay. Plus on fait l'autruche et plus on s'enfonce, parce que le problème il est là et forcément il va ressortir, mais sauf qu'il sera beaucoup plus gros. Voilà, il va empirer peut-être. Donc voilà, donc vraiment je parlerai de la résilience avant tout, et c'est là où c'est encore plus fort, c'est chez les sportifs handicapés qui sont incroyables. C'est pour ça que je fais des choses d'ailleurs de temps en temps pour les aider, parce que je les trouve absolument extraordinaires. Mais c'est une force mentale géniale. Hein. Ils sont, quand on discute avec eux, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, parce que eux, c'est tous les jours. Oui. Il faut être derrière le miroir. Il n'y a pas que la compète. Il y a l'entraînement, il y a comment se déplacer à l'entraînement, il y a selon les handicaps qu'ils ont. Donc ils sont super impressionnants. Résilience, pour moi, c'est un modèle. Et puis c'est s'affranchir d'un modèle de société qui quand même, mine de rien, voilà, quand on est handicapé, quand on a cette étiquette-là,
on n'a pas forcément beaucoup de soutien ou de gens qui vont nous soutenir ou nous pousser à aller faire du sport, ce genre de choses. C'est souvent, voilà, tu es une charge pour la société, enfin c'est méchant de dire ça, mais c'est souvent quand même l'image qui est véhiculée. C'est, oh là, il est handicapé, oui, il donc est aux minima sociaux. ça, il faut pouvoir être capable de se regarder Voilà, dans il la faut glace sortir quand on est handicapé et se dire, bah tiens, j'ai un bras en moins. Ouais. Est-ce que pour autant je suis moins fort en informatique? Mais bien sûr que non, c'est une évidence, comme 1 + 1 = 2. Bah, pourtant, il y a des gens qui vont dire, bah non, lui il est handicapé, je le prends pas. Ouais. Lui il est en fauteuil roulant. Bon, les fauteuils roulants, c'est que 5% des gens qui sont handicapés en France. Hein. C'est une petite, c'est une petite partie. C'est une petite partie, mais néanmoins, c'est pas parce qu'ils sont en fauteuil roulant qu'ils sont moins pertinents pour une entreprise. C'est évident. Mais c'est vrai que même du point de vue de la personne, c'est déjà passer cette image que l'on a. Enfin, ça demande une force supérieure, on va dire, aux valides. Mais voilà. Clairement. Donc c'est pour ça que je suis impressionné par leur capacité de résilience, et qui est un mot qu'on emploie souvent dans ce en ce moment, monde. oui. Non, surtout mais avec la crise du Covid. Voilà, depuis toujours on l'emploie, et je trouve ça, c'est important. Non, c'est vrai que c'est un beau modèle. Autre question. Ah bah justement, tes plus grosses remises en question personnelles. Si tu as eu des remises en question dans ta vie. La plus grosse dans l'ordre, c'est le divorce. Ouais. Pourquoi ma femme a eu envie de partir. Donc évidemment, là on refait tout le film depuis le début. Ah oui, j'imagine. Obligatoirement, parce que de toute façon, quelle que soit sa responsabilité, j'ai forcément ma responsabilité, par définition. Un couple, c'est 2 personnes. Donc je peux pas dire, c'est elle qui était nulle et moi j'étais génial, et puis elle est partie parce qu'elle était nulle. Ça pourrait être facile comme... Voilà, on pourrait s'en convaincre, et tout ça. Mais si on en arrive là, c'est triste. Donc forcément, ça c'est ma plus grosse remise en question. Professionnellement, j'ai toujours rebondi, donc... bien sûr que je me remets en question, mais tout le temps, même en tant que chef d'entreprise, tout le temps, et même quand ça marche, on se remet quand même en question. On se demande si on a fait les bons gestes, si on a eu les bonnes attitudes, mais bien sûr qu'on se remet tout le temps en question. Mais profondément, c'est perso et c'est le divorce. C'est vraiment clairement ça. Ok, très bien. Autre question privée, personnelle. Alors, dirais-tu que l'entrepreneuriat est un parcours initiatique qui permet donc le développement personnel, voire le développement spirituel? Alors, le développement personnel, évidemment. Le développement spirituel, pour moi, il est lié, donc forcément les deux, bien sûr. Quand on dit un esprit sain dans un corps sain, les deux sont liés. C'est pour ça que je parle beaucoup de mental quand je parle de sport, parce que le sport, quand on est bien dans son corps, ça donne du mental. Et ça, il faut vraiment pas l'oublier. Et j'aimerais bien que d'ailleurs en France, on devienne plus sportif en général, sans pour autant aller faire des compétitions, qu'on devienne plus sportif. Que du coup, les gens soient moins gros, ils aient moins de diabète, ils se sentent mieux dans leur peau, et du coup, ils sont capables de faire plus de choses, parce qu'il y a plein de gens qui sont capables de faire des choses, sauf qu'ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils pourraient faire des choses, et qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'ils soient capables de les faire. C'est tout simplement parce que on se laisse aller, etc. Et non. Mais c'est vrai que, alors pourtant, quand on est jeune, on a pas mal de cours de sport, les fameux cours de PS, au collège, au lycée. On n'est pas... Et c'est vrai que ça ne tient pas. Enfin, il y a beaucoup de gens qui lâchent une fois les études parce passées. Qu'on n'est pas sportif dans l'âme, comme le sont les Américains, comme le sont les Allemands, comme le sont certains... Les Italiens le sont plus que nous, de base aussi. Il y a une mutuelle qui s'intéresse beaucoup à ça, parce qu'elle dit, mais moi, je vais moins rembourser les gens, parce que s'ils font plus de sport, mettez-vous au sport à 50, à 60 ans. Oui, vous n'avez pas besoin d'aller faire un 100 mètres en 10 secondes. On ne vous demande pas d'être Carl Lewis simplement de s'entretenir, ou Shane Bolt pour être plus récent. C'est pas la peine. Il faut simplement vous entretenir. Et puis en plus, on y prend un plaisir qui est incroyable. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est agréable. Quand moi qui suis toujours, toute mon enfance qui suis allé à la montagne, quand je suis en haut, que j'ai fait une grosse ascension bien difficile, que j'ai marché toute la journée, que j'arrive en haut, que j'ai un air pur, que j'ai une vue extraordinaire, je me dis waouh, je sais pourquoi j'ai fait ça. Bon, moi j'aime bien le sport, donc je me force pas, mais quand même, il y a en plus, il y a une récompense, puis on se sent bien dans son corps. Moi je peux pas partir le matin sans avoir fait ma séance d'abdos, c'est pas possible. Il n'y a pas une matinée où je ne les fais pas le matin. Zéro. Il y a zéro exception. Écoute, j'espère que ça inspirera quelques. Voilà, il faut Michael Jordan, qui en sport est l'une de mes idoles, qui est un sportif qui avait un mental, l'un des plus gros mentales de tous les temps au niveau sport. Il disait renoncer une fois, c'est renoncer toujours. C'est-à-dire que si on a décidé de faire des abdos pour se sentir mieux dans son corps le matin, et qu'un jour on se dit ah ouais, je me suis couché tard la veille, c'est pas grave, je les ferai demain. Procrastination par exemple. Non, si on fait une fois, ça veut dire que oui, on va recommencer derrière. C'est ça ce qu'il dit. Et il a raison. Et moi je suis fatigué, quand je suis fatigué, je les fais quand même. Quand je me suis couché à 4h du matin parce que j'étais à un mariage, ou à 5h du matin, je vais les faire à midi au lieu de les faire à 8h. Mais c'est pas grave, je les fais quand même. Il n'y a pas une seule journée où je les fais pas. Et c'est comme ça qu'on lâche rien derrière.
Parce qu'on est discipliné de base, on se force à être discipliné et derrière le reste, ça coule. En fait, je fais moins d'efforts. Moi, quand j'ai besoin de travailler pour Copillis, c'est pas un effort, c'est normal. Du coup, ça suit son cours, tout ça. Je me suis conditionné, je me suis habitué et du coup, derrière, ça découle tout seul. Non, bon, en fait, le sport, c'est ta drogue, on a bien compris. Ah bah clairement, clairement. Mais ça m'apporte beaucoup, c'est ça le message que je veux faire passer. Ça m'apporte dans mon rôle de chef d'entreprise. Ouais. C'est ça ce qui est important. Bon, c'est une drogue positive. Voilà, c'est ça. Mais par contre, c'est une drogue dure. Hein. C'est un médicament. Oui, c'est une drogue dure. Hein. Moi, je fume pas, je bois pas, mais alors par contre, qu'est-ce que je fais comme sport? Oui, ça c'est sûr. Bah, écoute, j'espère que ça inspirera hein, donc des gens. Mais j'espère. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Enfin, à lui dire, elle me transmettra. Ouais. Le sport est bon pour la santé, manger 5 fruits et légumes par jour, tout ça. Oui, ça, je regarde pas. Je dirais pas que je suis raisonnable à ce point-là. Alors, cette question-là, si tu me permets, je pense qu'on va la sauter parce que je pense qu'on a bien compris. C'est qu'est-ce qui te passionne en dehors de ton travail? Je sais pas. La chasse aux papillons. La chasse aux papillons. Oui. Ok. C'est un sport comme un autre. Donc bon, celle-ci, voilà, on va la passer. C'est un peu facile pour moi. Je pense qu'on a compris. Oui. Question un petit peu plus difficile peut-être, quoique, je ne sais pas. Tu vas me dire. Je vais te dire. Aimerais-tu laisser une trace? Si oui, laquelle? Alors, pas une trace de pneu de VTT sur un chemin, d'accord? C'est trop facile, je suis sûre qu'il me l'aurait faite. Non, parce que je fais plus de VTT. J'en ai fait quand j'allais à la montagne, là je fais plus de VTT. Je fais des vélos de route maintenant. Mais là, c'est plus une trace, voilà. Oui. Ma trace, elle est en fait, ouais, j'ai plusieurs traces que j'aimerais bien laisser. La première, toujours la même chose. J'aimerais que ma famille se développe et que ma famille existe et que ce qu'a instauré mon père et que je continue à développer, l'éthique, ça fait partie de nous. Du coup, lui, il va laisser cette trace-là auprès de ses enfants. On est 4 chez moi, puisque j'ai 2 frères et une sœur. Et moi, je vais laisser ça à mes enfants, puisque a priori, je pense qu'ils ont bien compris et l'éthique est importante chez eux. Et je veux que ça perdure chez les Colchers. Ça, c'est très important, qu'on soit toujours des gens bien éduqués. Respectueux, ça c'est super important d'un point de vue professionnel. Moi j'aimerais bien que Clubby dure longtemps après moi parce et que non seulement ça dure longtemps, ça c'est une première réussite, et surtout que le mot convivial reste toujours en premier parce que c'est quand même moi qui l'ai institué et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Il y en a qui rigolent des fois quand ils en parlent, des membres de notre CA, quand ils organisent un petit déjeuner. Moi je suis juste là en spectateur dans ces cas-là et ils disent le mot cher à notre président, convivial, machin, tout ça, et on me dit ça en chambrant, mais je suis très content parce qu'en fait c'est quelque chose que je partage avec tous les membres du CA et c'est super important parce qu'il y a pas mal de gens qui connaissent Clubby dans le 93 pour ça. Et là, j'aimerais bien laisser cette trace de convivialité et que le business, ça suit naturellement la convivialité et non pas l'inverse. Et ça, j'y crois dur comme fer. Et j'espère que ça va perdurer, ça aussi. Ah bah alors ça va être... je suis sûre qu'elle va te plaire, cette question. Comment décrirais-tu ton rapport au sexe opposé? Des fois on se dit ah bah tiens, on a eu dans une vie antérieure, qu'est-ce qu'on était? Moi j'étais forcément une femme, je m'entends super bien avec les femmes, j'adore les femmes. Je suis très fidèle, donc je ne dis pas ça par... Je précise comme ça en passant, parce que voilà, devant la caméra quand même, je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle, j'ai jamais trompé mes femmes, j'en ai pas eu 36 d'ailleurs, mais par contre, j'adore discuter avec les femmes, j'adore ça, j'aime bien leur état d'esprit différent des hommes. Le conseil d'administration de Clubby, c'est pas par hasard qu'il est paritaire, puisque bah, comme tu le sais très bien, donc comme je vais le dire, il y a 2-3 ans, j'ai passé des petits coups de fil à certaines, parce que je voulais absolument avoir 7 hommes et 7 femmes pour montrer le bon exemple, et tellement c'est évident que les femmes sont l'égale de l'homme intellectuellement. Physiquement non, soit on le sait, bon bah c'est la nature est comme ça, mais intellectuellement la question se pose même pas. Et moi j'aime bien faire 2 choses à la fois, des fois 3. Donc donc normalement il paraît que c'est pour les femmes. Moi j'adore ça. J'ai l'impression de gagner du temps. Puis c'est un jeu et je suis très très joueur. Donc j'ai un côté féminin en moi qui est évident. Oui, moi je pourrais jamais me passer du sexe opposé, c'est pas possible. Dans la vie de tous les jours, d'ailleurs, je m'entends très très bien avec mes clientes. Il y a beaucoup de clientes à qui je fais la bise et j'adore ça. J'ai besoin de ce contact, alors entre guillemets charnel, entre guillemets, c'est-à-dire de contact vraiment. Quoi. Voilà, j'aime bien faire c'est aussi ce que je fais aux membres féminins de Clubby. Souvent, je leur fais la bise parce que je me sens bien avec les femmes. Moi, je me sens à l'aise. Ça me terrorise pas du tout d'être avec une femme. Je me sens très à l'aise. Tout va bien.
Alors bien sûr, en ce moment, on est dans la période des confinements, Covid, etc. Ouais. Donc les gestes barrières, bien sûr, nous ça, les respectons. ça me gêne. Je les respecte parce Ouais. que c'est trop important pour la santé d'autrui. Même si moi, je suis pas inquiet pour moi. Demain, j'ai le Covid. Non, mais c'est ça. Mais c'est J'ai pour pas les peur. autres. J'ai pas peur du Covid. Je suis en parfaite santé. J'ai pas peur du Covid. Mais il faut surtout pas le donner à autrui. Quelle horreur. Ah non, Donc mais il c'est faut clair. respecter les gestes barrières, bien Ah sûr. ouais. Mais c'est vrai que c'est une période un peu difficile quand t'aimes bien faire la bise aux gens, etc. Ah bah moi, je trouve ça hyper frustrant. Voilà. Et puis Et toutes bonjour. les réunions qu'on fait pas en présentiel, mais quelle horreur. Ouais. Quelle horreur. Je croise les doigts pour Clubbiz du 26 novembre prochain. Clubbiz 26 novembre prochain, vous notez. Hein. En passant, t'as vu ça Ah ouais, non, mais il est très fort. Il est commercial, n'est-ce pas c'est pas pour rien. Ah, je suis un pur commercial, moi. Ouais. On voit bien la fibre. Oui, ça m'amuse. J'aime bien convaincre, en fait. Je pense que c'est pour ça que je suis devenu commercial, parce que j'aime bien convaincre. Il faut que je sois convaincu de la chose pour convaincre les autres, parce que sinon je le ferais pas. Mais par contre, c'est vrai que j'aime bien convaincre. Quand j'aime quelque chose, j'aime bien convaincre les gens, expliquer. Mais ouais, non, je trouve ça horrible de pas être en présentiel. Ça me manque énormément. Ça me manque énormément. C'est vrai qu'il y a moins qui passe, tu trouves, dans tout ce qui est visioconférence, etc. Ah bah tu c'est pas perds en pareil. qualité. On a fait, bien sûr, on a fait des ICA. Moi, j'ai fait des apéros pendant le Covid. On a fait, voilà, on a fait beaucoup de choses en visio. Donc techniquement, ouais, on fait les choses en visio. Mais il manque mon côté convivial auquel je tiens tant. Il est pas pareil. Ouais, il existe quand même, on le ressent quand même, mais pas de la même façon. C'est pas aussi, voilà, c'est pas aussi sympa. Non, c'est certain. J'aime bien ce côté tactile, moi. Voilà. T'as un côté italien, non? C'est ça. Mais ma première femme, la mère de mes enfants, est italienne et on a toujours cru que c'était moi l'italien du couple. Alors que moi, je suis français. C'est elle l'italienne. Ça m'a toujours fait rire. Et voilà, mais c'est ton côté tactile. Mais je m'entends super bien avec toute mon ex-belle famille, encore aujourd'hui. 20 ans après j'ai divorcé en 99, ça date, mais il y en a un certain nombre avec qui je suis encore en contact et que j'adore. C'est chouette, ça, c'est sympa. Ah bah oui, mais moi, l'Italie, c'est mon pays préféré après la France, clairement. Ah bah clairement. Allez, hop. Allez, encore une. On devient accro. Je me coupe. Non, puis surtout, je me coupe parce que je suis long. J'ai dit au début de la conversation que j'étais bavard, donc ça va. Ouais, non, ça va, écoute. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens. Bah, et puis c'est comme ça que c'est plus sympa à mes yeux. Voilà. Si quelqu'un remet en cause ton entreprise ou tes actions, tu le vis comment? Ah, ça dépend de ce qu'il me dit. Ça dépend de ce qu'il remet en cause. On ne peut pas répondre à une question comme ça. Ça dépend. S'il doute de mon honnêteté, je vais commencer par lui rire au nez, par exemple. S'il me dit que j'ai fait des bêtises, je vais lui dire bah oui, explique-moi lesquelles. Et puis après, éventuellement, je vais lui dire mais t'aurais fait quoi? Parce que j'ai aussi appris quelque chose, c'est qu'on prend des décisions à l'instant T. C'est très facile de dire à l'instant T plus 1, T plus 2, c'est-à-dire X mois ou années après. Finalement, il aurait fallu oh là faire là, comme mais ça. bien sûr, il fallait faire ça. C'était tellement évident. Ouais. Bah oui, mais moi, à l'instant T, j'ai choisi avec les éléments que j'avais. Ouais. Et avec les éléments que j'avais, j'ai pris cette décision. Est-ce que c'était la meilleure décision? Bah non, personne n'a le savoir universel. Donc on ne peut pas dire, bien sûr, on ne prend pas que des bonnes décisions. Ce ne serait pas marrant d'ailleurs sinon. Ouais. Mais voilà, ça dépend comment est la critique. Par contre, moi, si c'est une critique constructive, j'ai pas d'ego mal placé, donc j'écoute. Après, ça dépend aussi de qui ça vient. Oui. Parce que quand ça vient de mes enfants, des fois, j'ai des remarques où ça donne lieu à discussion, qui peuvent être animées, parce que eux, pour le coup, ils sont italiens, à moitié. Donc ça peut, voilà, mais bon, enfin, je dis ça, mais c'est animé, c'est tout. Oui, quoi. C'est pas méchant, mais voilà, des fois, ouais, on lâche pas notre os. Hein. Voilà, on défend. On défend notre bout de gras, comme on dit. Allez, encore une comme ça, et après, on passera à d'autres types de questions. Alors, quand tu doutes, que fais-tu? Bah, je vais aux infos. Tu vas à la pêche aux infos? Bah, bien sûr. Moi, si demain, alors déjà professionnellement, si demain un client me pose une question que je ne sais pas y répondre, je ne sais pas vous répondre, vous inquiétez pas, je vais aller aux infos et je reviens vers vous très vite. J'ai toujours fait ça. Il n'y a aucune honte à ne pas savoir quelque chose. Ni en culture générale, ni en culture professionnelle, il n'y a pas de honte. Il faut juste le dire. Par contre, il faut aller chercher l'info. Et après, il faut s'en souvenir. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. Donc du coup, moi, ça me pose pas de souci de ne pas savoir quelque chose. Par contre, je vais aux infos et puis j'appelle les copains. Si c'est professionnel, j'appelle les copains. La dernière fois que j'ai appelé un copain pour un conseil professionnel, c'était à midi. D'accord. Donc tu vois, voilà, j'ai besoin d'un conseil sur quelque chose de très précis et j'ai un petit doute sur quelque chose et voilà, j'ai eu les conseils, la démarche à suivre et tout ça et je vais faire ce qu'on m'a dit de faire. D'accord. Clairement, Okay. C'était clair, net, précis et puis en plus quelqu'un de très fiable. Donc ça va. Voilà, ça va. Tu prends pas trop de risques. Oui, en fait non, voilà, c'est ça, il faut être bien entouré. C'est très important de savoir s'entourer. Ça fait partie des qualités d'un chef d'entreprise d'ailleurs. C'est juste. Il faut savoir bien s'entourer. Un poncif. Allez, allons-y pour un poncif. Alors, les chefs d'entreprise sont-ils ou sont-elles
tous prêts à vendre leur mère pour une poignée d'euros. Mais bien évidemment, c'est ce que j'arrête pas de dire. Le pognon, le pognon, le pognon. Heureusement qu'on n'est pas si nombreux que ça à penser ça. Heureusement. Hein. Heureusement. Ouais, c'est sûr. Mais encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, j'aimerais bien que les Français en général arrêtent de s'arrêter sur un poncif aussi ridicule et se rendre compte que l'entrepreneuriat, c'est prendre beaucoup de risques, c'est oser, c'est valeureux. Alors après, je le suis. Oui, c'est facile donc de le dire. C'est facile de le dire, mais sauf que j'en fréquente tellement que moi, je trouve ça chouette d'être entrepreneur et d'y aller, de foncer et tout ça. Il y a des gens qui sont faits pour être des seconds, j'en ai en tête, qui sont des très très bons seconds, mais qui ne veulent pas être la tête de pont. Ils en ont les moyens intellectuels, hein, il n'y a aucun souci. Mais sauf que c'est pas un truc qui les branche. Ils aiment mieux être dans l'ombre et être second. Et j'ai des exemples très précis en tête quand je dis ça, de gens qui sont très performants. Ils sont aussi performants que le patron. Sauf que le patron, lui, il ose et eux, ils n'oseraient pas. Ouais. C'est une question de personnalité. C'est la personnalité. C'est ni bien ni mal. C'est une question de personnalité. On a besoin d'avoir des seconds sur lesquels s'appuyer et ils sont très 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 performants. Mais ils ne seront pas entrepreneurs. Ils n'oseront pas. Non, mais c'est certain. Mais... Il y a des gens qui aiment le risque et il y a d'autres qui aiment... Voilà, on est plus ou moins joueurs aussi. Parce qu'on a un côté joueur quand on est chef d'entreprise quand même. Bah oui, puis il faut aussi gérer le risque, parce qu'il y a toujours le risque, il y a le doute, parce qu'en effet on prend des décisions tout le temps, il faut être à l'aise avec ça et puis les assumer ensuite. Bah voilà. Le plus important, c'est de les assumer. Et il ne faut pas avoir peur de dire je me suis trompé. Et après on corrige. Quand il est possible de corriger, parce que voilà, quand on fait des bêtises, il y en a... Parfois elles sont sévères. Et... il y a des bêtises des fois qu'on fait. Moi j'en ai fait une belle il n'y a pas longtemps. Résultat, j'ai pris un dépôt de bilan parce que je ne suis pas allé assez embêter mon client. J'ai pris un dépôt de bilan, j'ai pris une jolie ardoise. Et ça m'énerve. Et je suis furieux contre moi. Mais d'un autre côté, je ne sais pas si je lui avais demandé de payer tout de suite. Enfin bon, voilà, il a fini avec beaucoup de dettes et le Covid l'a achevé. Il n'a pas eu de peau. Mais voilà, il n'a pas fait exprès. Et puis ça fait plusieurs années que je travaille avec lui, mais je savais qu'il avait une santé fragile et donc le Covid l'a achevé. Bon, malheureusement, ça... Je vis avec un petit regret quand même là-dessus en me disant peut-être que voilà, mais il a fini avec beaucoup de dettes, mais peut-être qu'il aurait pu, voilà. Les autres, il y avait des grosses dettes chez les autres, donc il n'est plus à 20 ou 30 000 euros près. À mon avis, quand on doit 500 000 euros à un fournisseur, par exemple, on n'est plus à 20 000 euros près, peut-être. Je ne sais pas si c'est bien de dire ça, mais bon, voilà. Moi, pour une PME comme la mienne, oui, ça compte. Bah oui, ça compte, évidemment. Évidemment, ça, les impayés des PME, on pourrait faire tout un fromage. Hélas. Hélas. Beaucoup de PME qui mettent la clé sous la porte à cause de ça. Il faut mieux le gérer, ça. Je ne suis pas super performant là-dedans. Non, ça c'est vrai que c'est... Et puis c'est pas facile, parce que moi je sais que j'avais un patron qui aboyait, je pense que c'est le terme, qui aboyait sur les clients qui ne payaient pas. Et je suis pas sûre que c'était la meilleure façon de faire non plus. Mais il faut avoir du temps. C'est compliqué d'aller chercher de l'argent. C'est très compliqué. Par contre, le client ne peut pas vous dire je vous paye quand je vous paye. Parce que nous, on a fait le truc en urgence et tout ça, donc il y a un minimum de respect dans les deux sens. C'est ça. Donc voilà, après aboyer, non, mais on peut dire je ne retravaille pas pour toi tant que tu ne m'as pas payé. Et si on est si bon que ça, il va y revenir. Donc forcément, il va payer. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet assez délicat, ça, pour beaucoup de chefs d'entreprise. C'est un truc que j'aime pas, moi. C'est une partie que j'aime pas du tout, ça. Autant quand on est salarié, on sait que ça tombe. Du coup, je suis pas bon. Tu as un pouvoir illimité, donc si tu devais changer une chose dans la vie ou dans le monde, ce serait quoi? Ça, c'est une question qui est assez rigolote. Elle n'est pas absurde, elle est rigolote. Enfin, s'il fallait changer quelque chose, ce serait forcément dans l'être humain. Donc, ce que j'aurais aimé changer, moi, c'est faire en sorte que les gens n'aient plus envie d'aller faire la guerre. Parce qu'en fait, les raisons pour lesquelles ils font la guerre, elles sont diverses et variées, et 99 fois sur 100, elles sont bien nulles quand même. C'est souvent lié à l'argent, tout simplement. Donc moi, j'aimerais bien, mais ça, c'est pas possible. J'aurais bien aimé que l'argent ne gère pas le monde comme c'est le cas, parce que les problèmes, le gros problème à la base, le plus gros problème qu'on ait dans le monde, c'est l'argent. C'est ça ce qui... mais si on n'avait pas eu l'argent, on aurait sans doute autre chose qui aurait remplacé l'argent. Vu comme est l'être humain, oui, probablement, oui. Et donc c'est vrai que c'est compliqué, donc il faudrait même aller chercher plus profondément que ça, dans l'être humain. Les problèmes d'ego, mais d'un autre côté, il faut bien qu'il y ait des gens qui commandent et d'autres qui obéissent, pour être très 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 général. Parce qu'il y a des gens qui sont meneurs et il y en a d'autres qui ne veulent pas l'être. Et c'est, encore une fois, c'est pas pour les critiquer, c'est que chacun est comme il est, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Il y a des très très bons suiveurs et il en faut à tout niveau. Il y a des gens qui ont soif d'apprendre et d'autres qui se foutent complètement d'avoir de la culture générale ou d'apprendre des tas de choses et qui préfèrent aller s'amuser, qui préfèrent aller... Enfin bon, voilà, chacun fait comme il veut.
Ouais, moi, enfin, vivre en paix, fait, c'est trop compliqué. Ouais. C'est trop compliqué. Il y aurait trop de choses à changer. Donc, un super pouvoir qui fait qu'on vive en paix, ça me paraît trop compliqué. Ça me paraît En fait, tu peux appliquer improbable. une des règles pour les robots là, de l'IA, c'est je sais plus quel, c'est Asimov, je crois, qui a fait des lois pour justement réguler les intelligences artificielles. Donc, il avait proposé ça dans ses romans. Et une des lois, c'est notamment le robot ne doit pas faire de mal à l'homme, par exemple. Ah Il ne oui. doit pas prendre de décisions qui induisent de faire du mal à l'homme. Donc il faudrait faire la même, mais chez l'homme. De l'homme vis-à-vis de l'homme. Ce serait ça, ouais, ça sera un super pouvoir Ce serait un super pouvoir. qui serait assez sympa parce que c'est vrai que il y a tellement. Enfin, on apprend avec l'âge. Alors ça, c'est beaucoup l'âge qui nous aide. Notamment, ce qui forme le plus, ce sont les décès. Quand il y a un décès, ça te permet drôlement de relativiser. Quand tu perds un être vraiment très cher, tu relativises tous les petits problèmes du quotidien. Parce que quand je vois tout ce qui existe, par exemple, entre voisins, tous les procès qu'il y a, là, par un coq qui fait du bruit en province, et le mec lui fait un procès, et l'autre il déplace son coq exprès pour qu'il soit plus près de la chambre, pour tant qu'à faire, puisqu'il y a un procès en cours, autant que ça l'embête vraiment. Enfin, mais c'est bien de rester enfant, mais là, c'est de la puérilité, mais de la mauvaise puérilité. Mais mon Dieu, on est dans le bac à sable. Là, et je pense que c'est important de relativiser. Et quand on a eu des périodes difficiles, moi j'ai perdu 2 êtres chers quand j'avais 22 ans et le jour où j'ai perdu mon parrain, l'après-midi je suis devenu papa, donc j'avais 22 ans et 2 semaines avant, jour pour jour, j'avais perdu mon grand-père, donc j'étais très proche. Ça forme. Et donc à partir du moment où on parle là-dessus, on devient entre guillemets un peu philosophe et on se dit ouais, mais là tu as perdu 2 êtres chers, tu peux strictement rien y faire, c'est la maladie, point final. Et donc ça aide quand même drôlement à relativiser et moi j'aime dans les choses que parfois j'ai lues, il y a le fait de est heureux celui qui se contente de ce qu'il a. Et ce qu'il a, moi plus j'en ai, plus je suis content, je ne suis pas hypocrite. Mais si j'en ai pas tant que ça, c'est pas grave, j'en ai suffisamment pour que ça aille bien. J'ai pas besoin d'avoir une fortune. Si demain j'ai plus d'argent, bah, tant mieux, je ferai plus de choses incroyables et tant mieux. Mais avec ce que j'ai, je me contente entre guillemets de ce que j'ai, ce qui est déjà pas mal de toute façon, parce que ça suffit largement à être heureux. Et donc c'est pas la peine d'aller chercher des trucs incroyables. Pourquoi faire on n'a pas besoin de prendre l'hélicoptère pour aller voir son copain qui habite à 50 bornes. Enfin, c'est pas dans l'esprit des milliers. Voilà, et c'est vrai qu'on est riche de ce qu'on a. Avant tout, et c'est bien d'apprendre à apprécier ce qu'on a déjà avant de convoiter ce que son voisin a. Les philosophes de l'ère antique le disaient déjà, ça. Si tu es heureux avec ce que tu as, en fait, tu es beaucoup plus riche que celui qui est très très riche mais qui en veut toujours plus. Et le problème, c'est qu'il est blasé. Donc il a plus de mal. Donc en fait, est-ce qu'il est heureux? Parce que le but du jeu sur Terre, c'est quand même d'être heureux. C'est pas d'être riche, c'est d'être heureux. Et donc tu es heureux quand tu as ce que tu as envie d'avoir. Si tu possèdes ce que tu vises, bah tu es heureux. Voilà, il y a des gens qui ont peu d'études, qui n'ont pas un boulot incroyable, mais qui ne sont pas super exigeants et ils vivent très heureux, ils sont très généreux. Je pense à une dame en particulier que j'adorais, qui était une dame à Créteil, que j'ai bien connue il y a fort longtemps. Cette dame-là, elle était heureuse avec peu. Quand elle partageait avec sa petite fille et mes enfants, après être allé à la piscine, on allait prendre le goûter en fin d'après-midi le mercredi. La mère de mes enfants allait chez cette dame-là qui, sachant que mes enfants étaient fans de saucissons, de jambon cru, de choses comme ça, elle leur en achetait pour eux. Donc eux, ils avaient toujours un super goûter. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle bouffait des patates jusqu'à la fin de la semaine parce qu'elle n'avait pas les moyens de. Mais par contre, elle avait partagé. Et quand elle voyait les enfants qui disaient « Ah, merci Mémé Jade », c'est comme ça qu'elle s'appelait. C'est une sainte, cette dame-là. Qu'est-ce que je l'adorais. C'est peu de le dire. Et c'était un simple partage. Mais mon Dieu, ce que c'était profond. Quel partage, quel modèle. Enfin, c'était une dame, mais absolument exceptionnelle. Absolument exceptionnelle. Chouette. Et c'était de la générosité, c'était gratuit et on la voyait, elle était tout le temps en train de sourire. Et elle faisait avec ce qu'elle avait une richesse mais monstrueuse, c'est un exemple. C'est magnifique. Mais j'adore parler de cette dame-là, ça fait du bien rien d'y penser. Ouais. Je la revois, elle est avec moi et du coup je passe un bon moment en parlant d'elle. Non mais c'est des gens comme ça, c'est vrai que c'est trop rare en fait. Mais c'est ça, c'est ça ce qui est dommage.
C'est ça ce qui est dommage. Et c'est pour ça que je repense à mon cher club, donc Cluby, dont on fait partie tous les deux. J'aime beaucoup quand les gens disent qu'ils viennent, parce qu'on essaye quand même d'être pertinent. On a quand même cette réputation à chaque fois qu'on fait un petit déjeuner, une after, un truc comme ça. On prend quand même des gens pertinents qui savent parler de leur métier. Donc on fait des choses qui intéressent les chefs d'entreprise. Mais pour moi, c'est un prérequis. Par contre, ce qu'on apporte en plus, l'humanité qu'on apporte, parce qu'on aime vraiment les gens le recherchent et les gens ils viennent pour ça. Et ceux qui s'en rendent compte, ils viennent et ils partent plus après. Et ça, c'est plus que chouette. Ça me fait penser aux politiques qui disent « j'aime les gens ». Ouais, si ça pouvait être vrai. Ouais, La politique. La vie s'en porterait sans doute mieux. Hein. Ouais. Ah tiens, voilà, un super pouvoir, que les hommes politiques aiment les gens. Ça, c'est un super pouvoir. Mais aiment vraiment les gens. Alors, il y en a quand même quelques-uns dont c'est le cas, évidemment. C'est pas ceux qui vont plus loin en général. Mais voilà, bien évidemment, quand on voit ce qui se passe, voilà, c'est... Ouais. Non, généralement, c'est le problème. Ça devient un handicap à un moment, à certains niveaux. Bah oui, si tu veux, c'est pareil quand tu veux être un grand chef d'entreprise, si tu veux monter tu fais du politiquement correct. Quand tu es dans un grand groupe et que tu es directeur de quelque chose dans un grand groupe, il faut que tu parles politiquement correct. Ouais. On a vu avec notre cher ami Mathieu l'autre jour, on ne dira pas de qui on parle, mais voilà, on a eu un discours politiquement correct, quoi. Ouais. Et on voit que, voilà, on voit tout de suite la personne qui est dans un grand groupe et qui parle d'une certaine façon, quoi. Ouais, on est tout de suite très contraint dans l'expression de ce que l'on doit dire. Au lieu de se dire les choses directement, comme nous on le fait entre nous tout le temps, quoi. On se dit les choses et puis voilà, et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Alors c'est vrai dans les grands groupes, c'est vrai dans pas mal d'institutions. En effet, c'est pas bien vu de dire les choses directement. Et du coup, le politiquement correct, la bien-pensance, comme j'aime bien le dire aussi. Oui, c'est vrai. Parfois, c'est pesant parce qu'au final, tu n'avances pas, quoi. Mais moi, j'ai toujours eu un côté provocateur et j'aime bien être politiquement incorrect. Alors, de par ma fonction, il faut quand même que je fasse attention à pas trop déborder du cadre parce que voilà, Cluby, c'est pas Martin, c'est beaucoup de gens, donc je les représente, je peux pas faire n'importe quoi non plus, mais de temps en temps j'aime bien être politiquement incorrect, on va dire, un peu provocateur envers certaines instances de temps en temps, mais j'essaye de le faire plutôt en privé. Bah oui. Mais par contre, ça ne m'empêche pas de dire, certaines choses. Ouais, ce que tu penses. Voilà, c'est ça. J'aime bien. Mais comme ça, moi j'aime bien les gens qui disent ce qu'ils pensent, même si je ne suis pas d'accord avec eux. J'aime bien parce qu'on sait parfaitement qui on a affaire, donc on a quelqu'un d'honnête en face. Et donc du coup, les rapports, ils sont clairs, ils sont francs. Et on a le droit de ne pas être d'accord. Et alors, c'est pas grave. Tout à fait. Si tu dois dire quelque chose à ton toi du futur, qui va regarder cette vidéo, ce podcast, dans 5 jours, 5 mois, 5 ans, voire plus, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Donc face caméra, tu vois, Ouais, bon, écoute, Martin, là on est en 2020, tu seras à la retraite dans une bonne dizaine d'années. Ce qui est super important, c'est qu'au moment où tu seras à la retraite, bon, je ne serai jamais complètement à la retraite, hein, pour info, mais quand même. Officiellement, j'y serai quand même. Je ferai toujours un peu de commercial parce que je peux pas m'arrêter, moi, ça c'est pas possible. Martin, il faut que dans les 10 prochaines années, c'est le moment où tu as le plus de réseau, où tu as le plus d'expérience, où tes enfants sont grands et tout ça. Il faut absolument que dans 10 ans, tu te souviennes de cette interview et tu te dises, ah ouais, de 2020 à 2030, j'ai super bien profité, j'ai bien fini ma vie professionnelle. Tu penses à ça là, ok, t'enregistres ça et dans 10 ans tu fais le point. Et puis tu regardes si effectivement ces 10 années ont été super chouettes comme tu le penses. Parce que moi je suis persuadé que maintenant que j'ai beaucoup d'expérience, beaucoup de réseaux, des envies plus déterminées, je sais ce que je ne veux pas faire, donc ça m'aide beaucoup à ce que je veux faire. C'est aussi quand on sait ce qu'on ne veut pas, ça aide beaucoup sur le chemin de ce qu'on veut faire. Ça paraît tout bête, mais voilà, c'est comme la dichotomie, là, on avance petit à petit. Donc du coup, moi je pense que les 10 prochaines années vont être très sympas, même si le contexte est compliqué, c'est pas grave. Je pense que je vais avoir des années épanouissantes, on va dire. J'espère qu'elles seront comme ça professionnellement. Le reste, ça va bien avec les amis, ma femme, avec la famille, tout ça, je sais que ça roule et il n'y a pas de raison que ça change, mais j'espère bien que professionnellement, ce sera épanouissant. On verra bien. J'ai des idées comme ça en tête qui me viennent là maintenant et on verra bien si dans 10 ans je dirai à ce Martin-là, ok. Ouais. Martin, 2030, tu as la pression de 2020 là. Si tu n'as rien foutu pendant ces 10 années, ça va chauffer pour ton matricule. Ah bah c'est normal. Hein. Là, alors je le dis ouvertement, Sylvie, je t'autorise à me passer un savon en 2030 si j'ai rien fait de ces 10 ans-là. Ouais.
Ouais. Bon, Ah ouais, là je t'autorise. Hein. Alors là, il n'y a pas de problème parce que là, c'est que j'ai merdé. Donc j'ai le droit, je mérite mon savon. J'y crois pas. Mais au cas où, en tout tout cas, c'est enregistré. Ah, c'est noté là. C'est noté. Hein. T'es foutu. C'est noté. Ah, t'es foutu, ça vient de toi. Comme font le haka un peu compliqué. Là. Il y a un haka des Blacks qui finit comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié le nom. Mais, je pourrais plus te dire. Mais je l'ai connu, mais voilà, ils font leur haka et il y en a un où ils finissent en faisant comme ça. C'est le haka un peu plus terrible. Un peu plus violent. Là. Un peu plus guerrier, on va dire. Ouais. Vous n'allez pas y réchapper. Voilà, c'est ça. Ça marche. Bah écoute, ça me paraît très bien de finir sur cette note de pression sur Martin 2030. Oui, puis tu vois, tout va bien. Et puis, écoute, merci beaucoup de te prêter à ce jeu des questions-réponses. Du moment que c'est un jeu, d'ailleurs. Merci pour l'interview, c'est passé vite, c'était comme un jeu, donc je trouve que le principe est très sympa et j'espère que ça trouvera un écho chez des futurs entrepreneurs, chez des jeunes qui, ce serait très très chouette que ça donne des vocations, ce sera super chouette. En tout cas, ça apportera, j'espère, un éclairage et puis, différent. Du coup, je vais faire des économies, j'ai plus besoin d'aller voir mon psy, là ça y est, c'est fait. Exactement, bon. tu vois. Ça, j'avais pas pensé à ça, mais tu vois, ça y est. Ça fera 70 €. Écoute, ça marche. En tout cas, merci. C'était très sympa. Merci beaucoup.